Bonjour, cours numéro 7. Lors du dernier cours, j'ai évoqué différents aspects de la politique du logement qui est mise en place à partir de 1945 par les pouvoirs publics. Et j'ai esquissé 3 aspects de cette politique. Le premier relève d'enjeux économiques, d'approche du logement à l'échelle du territoire national. Le second vise la transformation du cadre de production. L'objectif, c'est de diminuer les coûts et d'augmenter les rythmes de construction. On parle, à cette époque d'industrialisation du secteur de la construction. Et le troisième aspect est d'ordre social, social au sens le plus général du terme. À la fin de la guerre, la situation est relativement catastrophique. On est dans un pays laminé par 5 années de conflit. Et dans ce contexte-là, les décideurs se projettent, envisagent un avenir radieux, ou en tout cas plus radieux que les années qui viennent de s'écouler. Et ces projections, elles passent par la célébration de formes d'habitat qui limiteraient les effets de ségrégation sociale, ce que résume ce petit extrait d'un article d'Eugène Claudius-Petit dans l'Architecture d'aujourd'hui en 1950. Donc un enjeu économique, un enjeu technique, et puis un enjeu social qui recouvre tout ça. Cette politique, elle se traduit évidemment par un désir de résorber définitivement les taudis, de faire entrer les Français dans la modernité, en valorisant une notion clé qui est récurrente dans tous les discours, dans tous les débats de l'époque. Cette notion, c'est le confort moderne. Le confort moderne, qu'on envisage de démocratiser, eh bien, cela passe à la fois par une redéfinition des critères d'habitabilité des constructions neuves, des logements neufs, et puis par la construction d'un marché de l'équipement ménager, comme je l'ai évoqué rapidement la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la manière dont les architectes se positionnent dans cette période. Je vais m'intéresser aux différents types de plans d'appartements qui se généralisent, sachant que ce qui se met en place dans cette période, dans la réflexion sur les plans, ça va constituer des références, ça va s'ancrer dans les pratiques et ça va perdurer d'une certaine manière jusqu'à nos jours. La production contemporaine, ce que l'on construit aujourd'hui, est très étroitement ancré dans les réflexions et la production de cette période. Alors, lorsqu'on s'intéresse à ce qui se dit dans cette période, la première chose qui est significative, la première chose qui transparaît dans les revues d'architecture notamment, c'est la tentation de considérer que les désirs en matière d'habitation ne diffèrent plus vraiment d'une classe sociale à l'autre. Des témoignages comme ceux-là, ces extraits que je présente ici, s'accordent sur une chose, c'est le fait que les aspirations des classes populaires et des classes bourgeoises ne sont finalement pas si différentes que ça. Et on se dit que ces aspirations convergent, en tout cas c'est ce qu'on peut lire ici, elles convergent vers des fonctions essentielles du logis. On évoque le séjour, le repas, l'hygiène, le sommeil. Du côté des classes populaires, on explique que les classes populaires ne sont plus, comme au siècle précédent, simplement à la recherche d'un abri pour leur famille. Et dans les milieux plus aisés, on commence à renoncer à des idées de réception, d'apparence de la maison. Voilà, donc c'est un sentiment que partagent beaucoup d'observateurs, qu'il y a une tentation pas une tentation, il y a un phénomène de nivellement qui est observé. On sort moins, on reçoit moins, on a peu ou pas de domestiques, on souhaite un plus grand confort. Autrement dit, l'hypothèse, c'est que les temps changent, que les aspirations des uns et des autres
se rapprochent, ce qui signifie également que l'idée d'élaborer un logement moyen, c'est-à-dire une sorte de standard, de logement standard conforme aux besoins de la majorité des familles issues des classes populaires et des classes intermédiaires, c'est un parti pris qui semble s'imposer assez naturellement dans une perspective de production de masse. Et dans cette optique, le point de vue fonctionnaliste s'impose dans la réflexion sur les logements, et ça se comprend assez facilement dès lors que l'on admet que les besoins de la masse des habitants qu'on doit loger sont similaires. André Wozinski, vous le connaissez, ça a été l'un des principaux collaborateurs de Le Corbusier, c'était le principal collaborateur de Le Corbusier jusqu'en 1956. Wozinski lance une revue en 1945, ça s'appelle L'Homme et l'Architecture, et il consacre le premier numéro de cette revue à la question du logis, question cruciale. Il faut dire que de nombreuses revues consacrent des numéros spéciaux à la question de l'équipement de l'habitation, à la question du logis, et des contributeurs, des architectes, apportent leur point de vue sur la question. Wozinski aborde la question du logis sous l'angle des fonctions, circulation, réunion, travail. Là, il s'agit de travail domestique, travail à la maison, pas du travail des domestiques. Sommeil, alimentation, entretien, hygiène. Et il produit des schémas d'organisation, de hiérarchie, selon les cas de figure, le logis du célibataire, le logis du couple, le logis de la famille, etc., etc. Je ne m'attarde pas sur ces documents, mais en tout cas, voilà, il y a une réflexion sur la forme de schémas qui prennent en compte les différentes fonctions et leur articulation au sein de la sphère privée. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des fonctions qui sont développées, mais le préalable, le préambule, c'est évidemment les mensurations de l'homme et les hauteurs courantes à prendre en compte dans la conception des logements. Il évoque 6 hauteurs types, voilà, à partir desquelles on peut imaginer une normalisation d'un certain nombre d'équipements de l'habitation. Si on zoome sur les fonctions, alors je ne vais pas zoomer dans le détail, mais voilà, réunion, récréation, la fonction, l'organe, le coin familial, son équipement, les influences esthétiques, intellectuelles et morales, etc. Autre zoom, le sommeil, la chambre, avec différents schémas, et de cette étude découlent des minimums à adopter, dimension minimum pour le célibataire, dimension minimum pour la chambre du couple, etc., etc. À ce stade de la réflexion, on est en 1945, au lendemain de la guerre, dans une période où on construit peu, Wozinski formule 2 remarques. La première porte sur une transition progressive, c'est-à-dire que Wozinski considère qu'en l'état actuel, les futurs habitants pourraient être troublés par des propositions qui bousculeraient leurs habitudes. Par exemple, il envisage une organisation hôtelière qui aurait pour but de décharger la mère de famille d'une partie des travaux ménagers. Et il convient que dans un premier temps, ce dispositif est un peu trop innovant et qu'il est indispensable de maintenir des cuisines dans les appartements. Voilà, donc c'est un exemple. Il fait une projection, il imagine un horizon idéal où une organisation hôtelière pourrait se développer, qu'elle induirait la suppression des cuisines,
mais que manifestement les gens ne sont pas encore prêts. Voilà, donc c'est donc l'idée d'une transition progressive. La deuxième remarque précise les attendus de sa réflexion, c'est-à-dire qu'il propose avant tout des schémas, des croquis. Ces schémas et ces croquis, ce sont des orientations. Et à ce stade de la réflexion, Wojcinski ne propose pas de plan type à proprement parler, compte tenu, je le cite, de tenir compte de l'infinie variété des choix personnels. Donc on est encore dans une perspective relativement ouverte, on n'est pas du tout dans une logique où on réfléchit à des plans types qui seraient reproduits en très grande quantité, on est plutôt dans une logique où on évalue l'éventail des possibles, les surfaces minimales que les programmes doivent prendre en compte, et puis sachant que, en fonction des programmes, en fonction des aspirations des uns et des autres, des organisations plans différentes pourraient voir le jour. 2 ans plus tard, toujours sur le même thème, on est en 1947, l'architecte Pierre Sonrel publie une étude détaillée sur les fonctions de l'habitation. Pierre Sonrel, c'est un architecte majeur de cette période. Il travaille avec Auguste Perret lors de la reconstruction du Havre. Il est très engagé dès cette période et il le sera au cours des années 60 également dans la production du logement de masse. C'est un praticien qui a également un statut de théoricien. Il évoque les fonctions de l'habitation, les choses sont claires, et il classe ces fonctions, il évoque des activités dépendant du feu et des activités dépendant du lit, des activités qui relèvent de la vie en commun, de la vie de famille ou de la vie de société, et puis des activités qui relèvent de la vie privée. D'un côté, alimentation, préparation des repas, consommation, séjour, puis de l'autre côté, ce qui relève de la vie privée, sommeil, puériculture, hygiène et repos du corps, etc. Et puis à tout cela s'ajoutent des aires et des volumes affectés à chaque fonction, d'une part des aires et volumes d'occupation et de circulation, d'autre part des aires et des volumes de rangement. On comprend bien là les liens qui existent entre la réflexion théorique des années 1920 et 1930, notamment celle qu'on a observée dans le cadre des SIAM, et puis le passage à la diffusion de cette pensée au sein de cercles d'architectes élargis au sein de la profession. Comme Wojcinski, Pierre Sonrel propose une synthèse des besoins fondamentaux. Il ne propose pas de plan type, mais il clarifie une chose, c'est la répartition des activités en 2 zones, le feu, le lit. Il publiera quelques années plus tard un autre article, le logis exact, qui reprend la même approche fonctionnaliste, le logis exact, c'est-à-dire les espaces et les volumes nécessaires et suffisants qui doivent pouvoir répondre aux attentes du plus grand nombre. Dans l'article Les fonctions de l'habitation, il publie les dessins des années 30 d'Alexandre Klein, des dessins sur la distribution que je vous ai déjà présentés, et il observe, tout comme l'architecte allemand, la supériorité d'un dispositif qui dissocie la salle de bain de la cuisine, de part et d'autre d'un refend longitudinal. C'est le cas de ces 2 exemples-là. Le 3 et le 4, il en dit rapidement quelque chose ici. Pierre Sonrel passe en revue les différentes fonctions, il les exemplifie, il les détaille, il est question de l'hygiène. L'hygiène, voilà, il remarque qu'il faudra au moins une génération pour que tout le monde se fasse à l'idée de l'importance de cette question. À la rubrique puériculture, il présente un exemple assez cocasse d'un enfant accroché dans une cage à la façade d'un immeuble, évidemment dans une logique de ventilation et de
d'accès à la lumière du soleil et voilà, le centre sommeil. Et de la même manière, il s'attarde sur les cuisines, sur les espaces de séjour, etc., etc. En 1953, quelques années plus tard, Jean Dubuisson, architecte, dont j'ai déjà parlé, mais sur lequel je vais revenir aujourd'hui. Jean Dubuisson, il reprend à Tours son principe de dissociation du logement en deux parties, le sommeil, l'isolement d'une part, le séjour, la vie commune d'autre part, ce qui relève des chambres et ce qui relève plutôt de la cuisine et du séjour. Ce qui est intéressant, c'est que les architectes, dans cette période, produisent des schémas, des dispositifs qu'ils imaginent, qu'ils pensent être des schémas idéaux qui doivent guider les concepteurs, qui sont à l'origine de leur travail personnel et qui doivent éclairer évidemment la pratique de leurs confrères. C'est le cas également de François Prieur en 1959, 6 ans plus tard, où là l'expression jour-nuit est clairement exprimée. En 1959, Bernard Zerfus publie ce document, ce dessin, ce plan qu'il qualifie de plan type de 4 pièces. Alors Bernard Zerfus, idem, c'est un architecte majeur de la période, il construira l'UNESCO à Paris, le CNIT à la Défense, et il produira énormément de logements, notamment de logements sociaux dans cette période. Que dit-il ? Indépendance des zones chambre et séjour, donc on voit bien que ça entre dans les discours, mais peut-être dans la pratique, ça on verra après, mais en tout cas ça entre dans les discours. Possibilité d'agrandir le séjour via la chambre numéro 3, groupement des eaux, des WC, salles d'eau autour d'une gaine unique, éclairage naturel de la salle d'eau pour des raisons d'hygiène, éclairage et ventilation naturelle, des rangements, possibilité d'un balcon, vide ordure, voilà, bon bref. Au même moment, les cahiers du CSTB publient une enquête qui porte sur 1 millier de logements réalisés au cours des 5 dernières années, donc en 1959, et la conclusion de cet article est la suivante: la division du logement en deux parties, l'une tournée vers l'accès extérieur et groupant le séjour, la cuisine et souvent le WC, l'autre tournée vers l'intérieur comprenant la plupart des chambres et la salle d'eau, se retrouve dans un très grand nombre des plans de logements projetés dernièrement en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bon, ce que Zerfus dessine là, au même moment, on constate que c'est un dispositif qui a tendance à se banaliser. C'est l'observation des cahiers du CSTB. Cahiers du CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment que j'ai évoqué la fois précédente. Cette séparation du logis en deux zones distinctes, en deux sphères distinctes, elle consacre des principes qui sont à l'œuvre dans l'habitation bourgeoise depuis grosso modo un demi-siècle et qui sont des principes qui sont intensifiés dans les années 20 et 30 dans l'habitation bourgeoise. On l'a vu avec les exemples que j'ai évoqués là il y a deux séances, notamment là je reprends l'exemple de Rouge-Pitt. Et cette parfaite dissociation des pièces de réception et des pièces privées, on la retrouve dans des volumes plus modestes. C'est-à-dire que l'hypothèse de Walter Gropius des années 20, elle est démentie. Gropius pensait que le programme de l'habitation minimum ne peut être résolu en réduisant le nombre et la dimension des pièces des grands logements. En l'occurrence, c'est bien ce qui est en train de se passer. Rouge-Pitt, en 1925,
distinguer dans l'habitation bourgeoise, en tout cas dans son opération, mais de manière plus générale dans l'habitation bourgeoise, c'était le cas, la réception, les services, l'habitation intime. Dans le logement de masse post-1945, il est question des pièces de jour et des pièces de nuit. La partie service, évidemment, est hors sujet. La cuisine est désormais intégrée aux pièces de séjour parce qu'il n'y a pas de personnel domestique. Les chambres sont parfaitement autonomisées par le biais de ce couloir de distribution. Ce qui est important de noter à ce stade, c'est que ce principe de partition, aujourd'hui, il ne fait l'objet d'aucune prescription officielle. Il ne fait l'objet d'aucune prescription officielle, même pas de recommandation officielle, mais il s'impose dans la pratique, à la croisée des usages et puis de la doctrine. Pourquoi ? Parce que dans des volumes modestes, comme cela, voire très modestes, certains le sont encore plus, ce principe de partition reste probablement le moins mauvais qu'on puisse imaginer dans une logique de cohabitation d'un nombre assez élevé de personnes dans des espaces modestes. Voilà, pour en guise d'entrée en matière, en termes de réflexion, il faut dire que dans cette période, il y a une production de grande qualité, voire de très grande qualité, y compris dans le parc social. Ici, c'est un ensemble HLM construit à Fontenay-aux-Roses, en région parisienne. C'est l'équipe de Guy Lagneau, qui est également une grande agence de l'époque, qui construit cette opération et qui est lauréate du prix de l'Équerre d'argent, qui est décerné pour la première fois en France en 1960. C'est cette opération qui remporte la mise. Architecture de plot disposée dans un vaste parc. Architecture qui adhère à des principes de rationalité, de modestie, de simplicité, et qui en même temps offre des prestations très qualitatives, vous voyez, des baies vitrées du sol au plafond, une organisation des surfaces très modestes, mais une approche savante de l'habitation avec une distribution extraordinairement simple et efficace, une entrée, une cuisine avec un coin repas, un coin séjour qui peut se prolonger ici et qui ne pénalise pas l'autonomie totale de cette petite chambre. Donc on voit qu'il y a quand même un principe d'appropriation possible des espaces avec 2 chambres, 2 extrémités et des prises de lumière sur les deux faces de cette opération. Un panneau coulissant ici qui permet de totalement occulter ou de totalement ouvrir les pièces l'une sur l'autre. Certaines opérations ont été récemment labellisées patrimoine du XXe siècle. C'est le cas de l'opération de Jean Lecouteur et de Paul Herbé à Louvciennes. Et bon, voilà, ça atteste une chose, c'est que dans cette période, on construit des choses tout à fait intéressantes qui ont été bien occupées, qui ont été bien entretenues, qui ont été bien conçues dès l'origine, qui ont une dimension qualitative, y compris dans le parc social. Et puis, dans d'autres cas, la production tend plutôt vers la médiocrité, c'est-à-dire que médiocrité à tous les étages, médiocrité en termes d'écriture architecturale, c'est-à-dire là on est vraiment en mode clapier, en mode cage à lapin, et puis dans le même temps, les logements sont extraordinairement faibles. C'est un plan type qui a été validé par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le MRU, et c'est un plan qui est assez problématique. On a évidemment tous les éléments du confort moderne,
sens d'un confort technique. Après, pour ce qui est du confort spatial ou des usages de la vie quotidienne, on est très loin de ce qu'on pourrait espérer. Une entrée, un séjour qui distribue des chambres, voilà. Et en fait, c'est un plan qui est aussi faible que certains plans présentés en 1929 à Francfort sur le thème de l'existence du minimum vital. Et on y est là, on est vraiment dans le minimum vital. Cuisine, salle de bain réunies autour d'une gamme unique pour des questions d'économie. Salle d'eau, salle de bain éclairée et ventilée naturellement en façade. Mais pour le reste, c'est quand même très médiocre. Alors, pourquoi une telle différence entre les opérations, entre ça et des choses comme ça? C'est parce que dans cette période, il y a une très grande diversité des programmes sociaux et des normes de confort. Il y a des logements de première nécessité à une extrémité, qui sont vraiment des logements indigents, il faut dire les choses, et indignes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a dans une gamme intermédiaire des logements économiques et familiaux comme ceux-là, qui sont, c'est du logement social mais en accession à la propriété. Et puis à l'autre extrémité, il y a des immeubles à loyer normal ou des HLM de différentes catégories, dont certaines catégories, je crois que l'opération là, c'est des HLM B, voilà, donc c'est une catégorie plutôt haut de gamme, c'est le haut du panier. Et comme on ne dispose pas des mêmes budgets, et bien, et que les architectes n'ont pas forcément le même talent non plus, les résultats sont très contrastés. Le programme Logeco qui concerne cette opération-là, c'est un programme qui est lancé en 1953. On appelle ce programme également le plan Courant, parce que c'est le ministre Pierre Courant qui lance cette opération. Ça va permettre de construire environ 1 million de logements jusqu'en 1963, en l'espace d'une dizaine d'années. Et voilà, ce sont des logements qui sont extraordinairement petits. Comment faire un T3 dans 44 mètres carrés? Comment faire un T4 dans 53 mètres carrés? Tout le monde sait très bien que c'est impossible. Les surfaces de ce type-là rendent impossible toute forme de réflexion sur la distribution, et on est dans une logique d'agglomération de pièces les unes aux autres. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a un petit décalage entre la théorie et la pratique. Effectivement, je le mets avec un point d'interrogation là, mais en fait, il n'y a pas trop d'interrogation. La théorie, on l'a vu au tout début, là, avec les réflexions de Sonrel, les réflexions de Zerfus, et dans les faits, il y a quand même des opérations qui sont assez problématiques. Certains architectes poussent à l'extrême l'approche fonctionnaliste. Alors, Georges-Henri Pinguisson va tenter de légitimer, de caractériser cette approche fonctionnaliste, mais de manière extraordinairement radicale, et sa position est vraiment discutable. Pinguisson, c'est une figure du milieu architectural, c'est un architecte qui a réalisé des œuvres majeures, l'hôtel Latitude à Saint-Tropez, le mémorial de la déportation sur l'île de la Cité à Paris,